Ah, mais quand tu vas être contente, là, on va pouvoir y aller, le faire ton serpent des neiges. Enfin, le serpent des neiges! Avec le bâton que t'as fait en Hein? plus. Vas-y, ma belle. Wow! Je veux pas aller plus loin que lui. Wouhou! Oui, je suis allé plus loin que toi, je suis allé plus loin que toi. La première fois que j'ai joué à ça, c'était ici avec l'école. On était exactement installés au même endroit aussi. À l'école, on essaie de donner un peu, d'offrir aux enfants des activités culturelles. C'était exactement, c'était ici. Tu sais, moi, quand je suis jeune, j'ai comme passé une partie de ma jeunesse puis de mon enfance, c'est la communauté. Puis, tu sais, à un certain moment, tu sais, moi, j'ai mon père qui est décédé quand je suis jeune. Fait que quand mon père est comme décédé, j'ai comme perdu un peu une partie du contact que j'avais avec la communauté. En recommençant à travailler à l'école ici dans mes tâches que j'avais, ben, j'ai comme recommencé à être connecté un peu à ça. Fait que là, c'est là qu'à mesure les activités culturelles sont arrivées, je les ai comme découverts au fur et à mesure aussi en même temps que les enfants. Puis c'est ça, c'est un petit peu l'école aussi, puis mon travail qui m'a permis de me recentrer sur tout ça. Le savoir traditionnel et les valeurs traditionnelles, je pense qu'ils sont de plus en plus présentes chez les jeunes de nos jours. Tu sais, moi, par mon travail, j'ai comme la chance de côtoyer un très fort pourcentage d'enfants de la communauté. Puis, tu sais, je le vois là, si je compare à mon époque aussi, tu sais, que ce soit les savoirs traditionnels qui sont enseignés, sont de plus en plus présents. Tu sais, les enfants aiment beaucoup, beaucoup ça. Tu sais, que ce soit à l'école, tout ce qui est un peu savoir traditionnel, tu sais, perlage, les cours d'artisanat, là, tu sais, on offre beaucoup de cours de parascolaire à l'école. Puis, tu sais, c'est les cours qui sont le plus fréquentés par les élèves, là. Moi, ce que j'ai remarqué de ma génération, on est un petit peu plus complexé de ce côté-là. Mais, tu sais, ça, je le vois pas chez les jeunes de nos jours. Comme je dis, tu sais, ils veulent clairement avoir une tonne d'activités puis de savoir traditionnel. Tu sais, dans la dernière année, j'ai enseigné le cours de langue et culture à l'école. Puis, tu sais, à aucun moment, tu sais, j'ai entendu un enfant dire « Oh non, pas encore de la langue aujourd'hui, là. » Tu sais, c'est au contraire, quand les enfants arrivaient puis qu'ils voyaient quelque chose, ils disaient « Hey, c'est le fun, on a le cours de langue et culture. » Tu sais, les enfants ont comme une curiosité que des fois, tu sais, j'étais comme pas assez prêt pour les abreuver au point que eux en demandaient. Puis c'est de voir que eux ont cet intérêt-là puis qu'ils ne sont pas complexés par ça. Et je trouve ça merveilleux, là. Dans la conception occidentale de la santé, on la considère davantage comme l'absence de symptômes. Donc, si vous n'avez pas de symptômes, vous êtes en santé. Pour nous, la santé est un aspect beaucoup plus holistique que celui-là. C'est-à-dire que oui, l'absence de symptômes peut être un indice de santé, mais la santé, c'est aussi la santé culturelle, la santé traditionnelle, la santé physique, certainement, la santé mentale, la santé émotionnelle. Alors, avoir une communauté en santé, ça ne veut pas dire qu'on est absent de symptômes, mais on offre la possibilité, dans une compréhension un peu plus holistique de la santé, des services qui permettent, en tout cas, de se remettre en circulation dans le cercle de ce que je viens de vous décrire, qui est un peu plus holistique, c'est-à-dire que ce n'est pas que physique, mais c'est un amalgame, je vous dirais, de ces différents morceaux qui composent la nature humaine. Puis une communauté en santé, c'est essayer de voir à maintenir un relatif équilibre dans ces aspects-là. Et c'est ce que fait le Conseil de la Nation, c'est-à-dire tenter de tendre la main aux Wendat qui se sentiraient un peu plus en équilibre dans différents aspects de leur vie. C'est-tu bon, Léo? Est-ce que c'est bon? C'est moi qui vais prendre la tire, Les filles, vous rappelez-vous là, à l'école, là, comment qu'on a dit, comment que ça s'appelle, mettons le sirop d'érable en Wendat? Otike Tandawam. Otike Tandawam. Qui est le Tandawam. Première chose que je dirais quand on parle de santé holistique chez les Premières Nations ou les peuples inuits, c'est qu'il n'y a pas une vision holistique, il y a des visions. Par contre, il y a des choses aussi qui nous unissent. La présence des aînés comme porteurs de guérison, de connaissances, d'apprentissage, parce que dans notre vision de la santé et du mieux-être, on est beaucoup en prévention, travailler en amont
être bien, que sa famille soit bien. Puis souvent, les aînés vont être un peu les protecteurs de ça. Ils vont prendre soin de que la famille elle aille bien, tu sais. Fait puis cet apprentissage-là de prendre soin de soi, souvent, ça part justement par les aînés. Ça repose pas juste sur l'individu puis sur son traitement, mais ça repose sur la collectivité. Le réseau, bien, c'est un client, un patient, un traitement. Tu sais, la vision autochtone est plus différente, je dirais même complètement différente. Tu sais. La guérison, la santé, ça passe à la fois par soi, mais par la collectivité, par la famille. Fait que ça, c'est des repères qu'on trouve difficilement dans le réseau de la santé. Je pense qu'au niveau des Premières Nations, tu sais, le sentiment d'appartenance à sa communauté est quand même quelque chose de fort, quelque chose d'important qui nous amène beaucoup de bien-être. Puis, tu sais, je pense que le bien-être du corps, que ce soit aussi, tu sais, comme tu sais, au niveau des Premières Nations, quand on parlait de l'approche holistique, qui est là, tu sais, un petit peu le spirituel, l'esprit, les motifs, puis le corps, mais des événements rassembleurs comme ça qui nous permettent de développer notre sentiment d'appartenance, ben, tu sais, je pense que ça amène tu sais, une santé globale dans le corps, de se sentir inclus dans un groupe, tu sais, de pas se sentir isolé, puis tu sais, d'être capable de trouver sa place aussi, puis tu sais, de la définir, puis être capable de l'exprimer aussi, donc. Hein, tu vois, comme ça, là, tu verrais pas ça en ville, quelqu'un qui sort de chez eux pour sonner la cloche pendant que les gens en carriole passent. Hein. Il y a tout un aspect qui est fondamental pour les Wendat, c'est la question du territoire. Ça veut donc dire l'accès aux activités coutumières, aux traditions, aux connaissances de nos ancêtres, à la pratique de la langue. Tout ça devient lié au territoire et ça devient un déterminant de la santé qui est fondamental. Dans ce contexte-là, je vous dirais que l'accès au territoire devient un enjeu pour nous qui est fondamental. Quand je regarde la forêt, je vois toute la médecine. J'ai plus le même regard que j'avais avant. Mon shampoing, là, tout était accessible. Je n'étais pas obligée d'aller loin. La médecine pour la grippe est là. Avant, je ne regardais pas ça comme ça. Je l'apprécie plus. Tout pour avoir une gratitude que je suis ici. J'ai vécu longtemps en ville, mais là, c'est ici que je me retrouve plus. C'est ici que je me trouve me reconnecter comme personne, comme femme. Je suis coordonnatrice en santé mentale pour le moment. Bien, j'ai travaillé avant ici, là, puis comme coordonnatrice, puis 7 ans, j'étais retraitée. Là, je reviens aider à l'équipe. Avec l'expérience que j'ai eue en regardant l'être humain qui était souffrant, je l'ai appris beaucoup. Qu'on avait perdu notre identité. On a perdu des moyens de prendre soin de soi. D'y aller dans le canot, puis penser qu'est-ce qui est arrivé, puis après ça, regarder autour de toi, les oiseaux, incocter l'eau, de sentir que la vie est bonne. On a oublié d'écouter notre langue. On a oublié d'écouter la source de notre culture. En fait, les plantes médicinales, il y a le melaï ici. C'est très, très bon pour les bronches, pour la gorge. En faisant une infusion aussi, on peut passer des plaies là-dessus. C'est beaucoup de bienfaits. Là, Au cours des dernières années, là, on a eu un regain de vie là-dessus. Au niveau des membres de la communauté, là, ils veulent réapprendre là, à utiliser là, les plantes médicinales. La santé, en fait, moi, je dirais, ça serait qu'on ait les capacités physiques d'aller sur le territoire. Ça nous amène à être bien dans notre peau, à être en contact avec notre environnement, notre SMIC, ce qu'on appelle notre SMIC, être en contact avec notre SMIC. Ça
Ça nous maintient bien en vie, là, si on peut dire. Ouais. Système de santé occidental, on est des patients. Quelle est la tâche d'un patient? Bien, c'est d'attendre. On me dit d'attendre pour un test. Je fais un premier test. Après ça, j'attends pour mes résultats. J'ai un second test. J'attends pour mes résultats. Puis là, je vais peut-être avoir un diagnostic après ça. Puis là, je vais attendre pour un traitement. Je suis un patient. Je patiente. En médecine autochtone, il y a deux choses. C'est un processus. C'est le chemin rouge. C'est le chemin de guérison. OK? Qui implique à la fois ma santé physique, ma santé mentale et spirituelle, ma santé culturelle. Donc, c'est vraiment toute ma personne. Puis si je rencontre un guérisseur autochtone, bien, j'aurai des tâches à faire. J'aurai des choses à essayer. Parce que c'est ma santé. Je suis actif dans ma santé. Et je vais guérir. Mais guérir, dans une perspective autochtone, c'est pas revenir comme avant ma maladie. C'est de devenir quelque chose d'autre qu'avant ma maladie. Il y a eu des grosses coupures intergénérationnelles. Au début, je dirais que ça serait avec l'événement du pensionnat. Les premiers, quand ils étaient au pensionnat, aller jusqu'au dernier, il y a quand même eu 2 générations. Fait que ça... Les coupures sont très, très dommageables, on peut dire. Au niveau de la santé, ça amène que les jeunes, je pense, ils ne connaissent pas les bienfaits de la relation qu'on peut avoir avec la forêt. C'est bien beau manger des aliments là, de la forêt, mais encore faut-il qu'ils puissent connaître les techniques, les qualités de viande, de poisson qu'on peut avoir sur le territoire, qu'on peut mettre sur notre table. Là. C'est pas perdu, mais on peut avoir une renaissance de ce côté-là avec les jeunes. Tous les traumas, ils viennent qui étaient vécus longtemps dans une situation qui était pénible pour, comme enfant, de vivre dans les pensionnats ou dans une famille organisée, ou même avoir des parents qui t'ont vu partir, puis dans les histoires, ils disent que tout d'un coup, là, il n'y avait plus d'enfants dans la communauté. Tu sais, ça fait partie de la souffrance. Puis de revenir aussi dans la communauté, puis de pas connaître tes parents, qui sont ces parents-là. Puis le fait que les parents ils ont comme vu ça, ils sont comme retirés de leur rôle de parental ou de leur rôle de grand-mère ou grand-père pour transmettre des choses à leurs enfants. En même temps, tu le vis un échec parental, tu le vois aller, mais il n'y a pas d'autre option parce que c'est ça que je l'ai vu. Je n'étais pas conscient que j'avais le pensionnat en dedans, moi. On a longtemps pensé que lorsqu'une personne vit des expériences difficiles, que ses enfants vont être épargnés, que son ADN, son génétique va être complètement épargné et que l'enfant qui va venir au monde par la suite est libre, en fait, de toutes les difficultés, de tous les traumatismes qui ont été vécus par ses parents. Sauf que maintenant, de plus en plus, on étudie le phénomène de l'épigénétique, où on voit que même à travers ce qui est plus creux chez quelqu'un, à travers ses gènes carrément, que les effets des traumatismes sont là et sont transmis d'une génération à une autre. Donc, des fois, on entend des gens dire aux Autochtones qu'il faut oublier le passé, que c'est tout ça derrière nous, mais c'est pas vrai, en fait, parce qu'on porte encore les conséquences des traumatismes intergénérationnels dans carrément ce qui est plus creux dans nos gènes. Le plus gros défi pour un Autochtone dans le réseau de la santé, c'est la sécurité. Parce que les Autochtones ont un passé, ont des traumatismes, puis il y en a plusieurs de ces traumatismes-là qui
qui sont faits malheureusement à l'intérieur d'institutions publiques. Puis le réseau de la santé, les hôpitaux, c'est des grosses institutions publiques, veut pas. Les Autochtones partent un peu avec des prises en partant, si on peut dire, quand ils accèdent au réseau de la santé. Fait que les repères sont difficiles à avoir, d'où l'importance des actions des centres d'amitié en mettant en place des cliniques, en essayant de rendre ces espaces-là ou de travailler la prévention de la santé un petit peu plus sécuritaire, où ce que le mieux-être, l'aspect familial est plus là aussi. Le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, on est un carrefour de services. On travaille vraiment au niveau de l'éducation, la jeunesse, la justice, la santé. Notamment en santé, on a une clinique communautaire. On trouvait vraiment important de mettre en place un service de clinique de santé dans notre Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières parce qu'on le voyait par nos membres qui rencontraient des problèmes de santé, qui n'allaient pas consulter au niveau des services, mettons, publics, là, soit les hôpitaux, les urgences, tout ça. On a pu aussi diagnostiquer des problèmes de santé comme le diabète. Ça veut dire que c'est des maladies que nos membres avaient, mais qui nécessairement, en n'ayant pas de médecin, en n'ayant pas consulté à l'hôpital pour diverses raisons, mais ils ont longtemps porté ces maladies sans avoir de soins. Fait que c'est vraiment important qu'on ait une clinique de santé, qu'on ait nos propres infirmières aussi au centre d'amitié, puisqu'elles peuvent travailler avec nos approches qu'on a dans les centres d'amitié. Ici, donc, juste à gauche, il y a le coin clinique santé. On offre des cercles de partage où est-ce qu'on invite des personnes pour qu'ils viennent tenir les cercles de partage. Donc, c'est des aînés qui ont eu des enseignements au niveau des cérémonies. Fait qu'on fait des sweat lodges aussi qu'on offre à nos membres. On a aussi du matériel comme la sauge, où est-ce qu'on peut accompagner un membre pour justement s'ils ont besoin de faire une petite cérémonie de purification, mais on peut être en mesure de le faire. Et ce qui est vraiment aussi le fun, c'est ici à l'extérieur, on a un endroit où est-ce qu'on peut faire un feu, puis souvent juste aller s'asseoir autour du feu. On offre aussi des pochettes de tabac parce qu'on peut avoir une pensée, une prière et on peut aller le déposer dans le feu. Fait que c'est facilement accessible de pouvoir faire ce genre d'activité-là. Le centre d'amitié, c'est une place où est-ce qu'on peut se confier, une place pour se ressourcer, je dirais, entre amis et tout. C'est comme une famille. Je trouve ça sécurisant et j'ai moins de crainte, ça c'est sûr. Je suis navigateur de service et mon rôle, en fait, c'est d'accompagner les membres du centre d'amitié à leur rendez-vous dans plusieurs services québécois. C'est d'assurer aussi leur sécurité. Parce que des fois, je vais pouvoir aller accompagner les membres, mettons, son rendez-vous à l'hôpital. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne comprennent pas trop les temps médicaux, tout ça. Puis pourquoi est-ce qu'il faut faire ci ou faire ça. Souvent, je vais chercher John Ellie chez eux. Puis souvent, c'est un rendez-vous, mais c'est ici à la clinique, au centre d'amitié. Déjà là qu'on vient de la même communauté, fait que disons qu'on apprend à se connaître. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on puisse communiquer avec notre langue maternelle. Notre manière de parler, notre manière de penser, des fois, ça amène au personnel là, de la santé là, à ne pas nous comprendre. Et de plus en plus, il y a des personnels de la santé là, qui sont autochtones, puis que ça nous incite là, à leur faire confiance. Quand j'étais à l'urgence, il y avait des gens de ma communauté qui allaient à l'urgence parce qu'ils savaient que j'étais là. Ils sentaient en confiance. Ils arrivaient puis ils demandaient « Daniel, travailles-tu? » Honnêtement, je faisais peut-être 70 heures par semaine. Fait que la plupart du temps, j'étais là. Mais il y avait une fois, j'étais avec une patiente, puis le rideau était fermé. Puis dans le civière à côté, j'attendais le monsieur parler avec une autre infirmière. Puis le monsieur, il disait à l'infirmière « Connaissez-vous Daniel Philibert? »
Puis que l'infirmière dit, ben oui. Il dit, c'est une Abenakise d'Odanak. C'est une Abenakise d'Odanak. Puis on est très, très, très fiers d'elle. Mais ça m'avait touchée parce que je me disais, ils ont confiance en moi, ils sont en sécurité, ils sont fiers de où est-ce que je suis rendue. Puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire comme gestionnaire en soins infirmiers? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer des choses? Comment que je peux faire pour sécuriser les gens de ma communauté et d'autres communautés d'ailleurs? De là que je me dis, je peux soigner des gens au travers des infirmières. Mes équipes sont au courant des problématiques, sont au courant que les Autochtones peuvent se sentir insécures. Qu'est-ce qui est important pour moi, c'est qu'ils donnent les soins qu'il a besoin. C'est primordial, comme gestionnaire, que je dois assurer que tout le monde ait les qualités des soins qu'il a besoin puis la sécurité des soins aussi. Le fait que des gens ne sont pas capables de mettre à côté leurs préjugés, ça cause un problème pour soigner des gens. Il y a quand même une code d'éthique puis un code professionnel qu'on doit respecter. Et ça fait partie de justement mettre tes préjugés à part. Soigne la personne. Il y a le cas malheureux, tragique, en fait, de notre sœur Joyce Echaquan, qui est décédée à l'hôpital de Joliette aussi. Ça, c'était en 2020, sous une pluie d'insultes, sous une pluie d'invectives racistes aussi. Quand on voit, en fait, qu'il y a des réels obstacles qui existent encore, qu'il y a une forte méfiance qui est le résultat de cela par le fait qu'il y a du racisme encore, par le fait qu'il y a la discrimination, par le fait que l'offre de santé n'est pas culturellement pertinent ou sécurisant pour de nombreuses personnes autochtones. Moi-même, quand j'avais vu l'affaire de Joyce, je me disais, c'est impossible. Ça se peut pas que ça existe jusqu'à ce point-là. Mais comme que je ne savais pas si ça existait, pour moi, c'est que ça m'a juste dit que, wow, on a un gros problème, puis il faut agir, puis rapidement. Mais pour d'autres, ça fait que, wow, là, c'est fini. Là. Moi, je ne vais plus le consulter parce que je ne sortirai pas de là vivant. Le décès de Joyce, ça a bouleversé la communauté, vraiment. Les gens y ont eu une crainte, c'était manifeste, là, une crainte puis une peur de consulter. Si elle n'aurait pas mis ça live sur Facebook, personne n'aurait su. Fait que depuis combien de temps que ça, ces choses-là arrivent puis qu'on ne sait pas? Chaque personne a le droit d'être soignée avec des qualités, des sécurités, des soins. Mais là, on a la preuve que c'est pas vrai. L'accès à des soins spécialisés en communauté est quand même assez difficile par le fait que... Bien, il y a deux raisons principales. Là. Par le fait qu'il y a assez peu de services spécialisés qui s'offrent à même les communautés. Moi, dans ma pratique comme neuropsychologue, on peut penser à des services comme l'orthophonie ou de la psychoéducation qui ne sont pas nécessairement toujours offertes en communauté. Souvent, les communautés sont plus éloignées des milieux urbains également, ce qui constitue un obstacle de plus pour l'accès à ces services-là. Moi, souvent, j'explique au monde, tu sais, Joyce Echaquan, pour se faire soigner, elle a fait 2 heures, plus de 2 heures de route. C'est loin, Joliette de Manawan. Là. Puis là, sur les 2 heures de route, il y a 1 heure de route forestière. Ça, une route forestière, c'est une route dont le ministère des Transports ne s'occupe pas. C'est une compagnie forestière qui s'en occupe. Il y a des ponceaux. Ça, c'est des demi-ponts. Puis tu es supposé te caler au CB où tu es rendu parce que les trucks, ils roulent 100 km/h, chargés de bois tout croche. Ils ont perdu du monde à Manawan avec ça. Des bios qui décrochent dans un tournant. Mais c'est pas réglementé par le ministère des Transports. Puis il y a plein de communautés autochtones qui se retrouvent au bout de chemin forestier de même. La dernière fois que je suis allé là, j'ai perdu mon mât-fleur. Il y avait des trous de boîte partout parce que ça dégelait trop tôt. La route était défoncée. Ça veut dire que quelqu'un qui part de Manawan en ambulance pour l'hôpital, il va mourir sur le chemin. Il n'aura jamais le temps de se rendre. C'est défoncé de tout part, de tous côtés.
C'est ces réalités-là dont il faut parler. Pour avoir un rendez-vous à l'extérieur de la communauté, ça amène certains défis. Là, ici, on est une communauté à 1h30 de route de la ville la plus proche, qui est la Tuque, puis du centre hospitalier le plus proche. Donc, c'est pas tous les gens qui ont un véhicule ou un moyen de transport pour se rendre. Donc, ça, c'est un enjeu. Mais par rapport à cet enjeu-là, le centre de santé offre le service de transport médical. Donc, on pallie justement pour favoriser l'accès au service. Par rapport à la trajectoire de soins, c'est sûr que la TUC, c'est comme le premier point dans la trajectoire, mais souvent, les personnes peuvent être amenées à aller plus loin que la TUC, que ce soit Shawinigan, Trois-Rivières, Québec, Montréal. Si une personne a un rendez-vous médical à Trois-Rivières, il faut planifier. En plus de planifier le transport, il faut planifier l'hébergement. Une mère de famille qui va en attente d'accouchement, soit à Trois-Rivières ou à Shawinigan ou à Nicolette, ben, ça va quitter pour une période de 2 semaines. Donc ça, c'est un enjeu parce qu'elle laisse déjà une famille. Souvent, ces gens-là ont déjà une famille. Donc, elle laisse la famille à la maison. Donc, ils vont hésiter à quitter 2 semaines. Ils vont avoir tendance à retarder le plus longtemps la date du départ. Donc, ça peut avoir un impact là, sur la situation de santé là, des femmes enceintes. Je dirais qu'à Montaché, on est quand même très chanceux. On est quand même loin des villes, mais on a accès à ces villes-là. On a accès à la nourriture bon marché, si on peut dire là-dessus. Puis d'un autre côté, on a accès aussi à la nourriture, la viande de bois, ce qu'on appelle la viande de gibier, la viande de gibier, de poisson, tout. Puis par le coût de la vie aussi, dernièrement, là, de plus en plus, il y a beaucoup de familles là, ils vont s'approvisionner en forêt. C'est pas comme le supermarché, la forêt. Là. Par nos connaissances traditionnelles qu'on a encore, que les jeunes commencent à apprendre là-dessus. C'est pas à cause qu'ils ont tué un orignal, c'est un bon chasseur. Mais il faut qu'ils apprennent à bien l'apprêter puis à bien préparer la viande. À la base, l'alimentation des Wendat était beaucoup centrée autour de ce qu'on appelait les 3 sœurs, qui est la courge, le haricot et le maïs. Ça composait quasiment à peu près, je dirais, pas loin de 80% de l'alimentation des Wendat à l'époque. Fait qu'on était beaucoup des cultivateurs puis des agriculteurs. Autour des villages, on avait des énormes champs qui pouvaient faire jusqu'à plusieurs kilomètres de long où qu'on cultivait énormément de légumes. Puis ça reste que chez nous, les légumes, c'est quand même une bonne partie de l'alimentation. Oui, c'est une bonne partie de Puis l'alimentation. mes filles aiment beaucoup tout ce qui est légumineuses, haricots, tout ce qui est haricots, maïs, ils aiment ça aussi. Fait que c'est des choses qu'on mange quand même de manière courante. J'aime beaucoup aussi faire, ça m'arrive souvent que je fais de la bannique, le bannique qui est un petit peu le pain que nos ancêtres faisaient. Puis la soupe des 3 sœurs aussi, là, qui est une soupe composée de haricots, de courges et de maïs avec du riz sauvage, puis un bouillon de bœuf, puis une coupe d'épices pour agrémenter le tout. Fait que, tu sais, ne serait-ce que sans faire trop d'efforts, c'est comme naturel, ces choses-là viennent. Vous savez, la nutrition, là, c'est vraiment à la base de la santé de manière générale. En fait, pour vraiment tout le monde, pour tous les systèmes organiques du corps humain. C'est le cas notamment pour le cerveau, qui dépend d'un bon apport calorique avec une bonne diversité de nutriments également pour se développer. Beaucoup d'Autochtones, beaucoup de communautés autochtones se trouvent en situation de carence alimentaire chronique, où il y a un grand manque en fait en termes de diversité d'apport de nutriments également. Donc, les effets que ça va avoir, ça peut entraîner des retards de croissance sur le plan physique. Ça peut entraîner des délais aussi dans la maturation cérébrale. Ça peut avoir des effets, donc, évidemment, sur le développement cognitif par la suite, sur la capacité à être prêt à entamer l'école, les apprentissages. Ça peut compromettre la réussite scolaire également par la suite.
Ça fait partie d'un tout, si on veut, là, puis il y a des raisons qui font en sorte que les Autochtones sont confrontés à ces défis-là sur le plan de l'insécurité alimentaire, mais les effets que ça a sur le développement cérébral et cognitif sont quand même vraiment réels. Depuis plusieurs années déjà, ce changement de mode de vie-là, un mode de vie qui est plus sédentaire, qui est parfois moins actif. Le mode de vie en général a changé, donc c'est sûr que ça a amené un changement aussi dans l'aspect des indicateurs en fait de santé aussi, ce changement-là. Alimentaire aussi, parce que si le caribou, par exemple, ou l'orignal est moins disponible, bien, il faut compenser avec d'autres aliments qui sont pas toujours équivalents en termes de santé, parce que l'alimentation traditionnelle a vraiment une prépondérance en termes énergétiques, en termes de valeur nutritionnelle, alors que si on mange un aliment un aliment qui n'est pas traditionnel, finalement, bien, des fois, il y a moins de valeur nutritive. Donc, ce changement-là explique un peu ce qu'on constate aujourd'hui, toute la colonisation, le changement des modes de vie, qui aujourd'hui ont encore des répercussions. Il faut falloir adresser un jour la question de la pauvreté des communautés autochtones. Puis pauvreté, c'est pas juste monétaire, c'est aussi pauvreté sur le plan des ressources puis de l'alimentation. Quand tu dis à un cri, là, il faut plus que tu manges de malbouffe, il faut que tu manges chanté, mange de la salade. La salade qu'il y a, là, ça a été pris dans les États-Unis, la iceberg, pour la monter jusque-là. Elle a perdu la moitié de ses propriétés en termes de vitamines, puis il va la manger là-bas avec une demi-canne de vinaigrette Kraft bourrée de sucre. Ça sert à rien de dire ça, il est encore dans la malbouffe. Ben c'est ça, la pauvreté autochtone. Puis c'est pour ça qu'ils sont surreprésentés dans l'obésité, le diabète, puis toutes sortes de maladies chroniques. C'est ici le nouveau quartier. Donc, ils n'ont pas fini le développement, là. La dernière information que j'ai eue par rapport à la demande ou aux besoins en termes de logement, c'est qu'on aurait besoin de 300 nouveaux logements pour satisfaire justement aux conditions sécuritaires de logement. Donc, on est encore loin du compte. Il y a encore des maisons qui sont surpeuplées où on peut voir 3 jusqu'à 4 générations sous le même toit. Puis ça, justement, le manque de place ou le manque d'intimité, bien, ça a une incidence assez importante sur la santé. Puis on parle pas nécessairement de santé physique, mais on parle aussi de santé émotionnelle. Je déteste quand je vois les plus jeunes, là, 20 ans en montant, qui se ramassent des canettes pour acheter leur drogue. Puis ça, c'est quelque chose. L'artisanat, ça aide. Au début, c'est sûr, tu le fais pour l'argent. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que tu fais des belles affaires. Moi, j'ai été un homme violent. Puis aujourd'hui, je suis capable de sortir des belles affaires avec mes mains au lieu de frapper quelqu'un. Je suis capable de faire de quoi avec ça. La méthode de travail de l'artisanat est en train de se perdre. Tu sais, ça se transmet plus. Je pense à partir de mon âge, à partir de ma génération, que ça a tombé. Quand les enfants sont partis au pensionnat, là, ça a coupé la transmission. Au niveau mental, c'est bon. Ça te fait réfléchir d'où tu viens, parce que ça nous appartient, ça. Là. Ça peut aider bien des gens. Au lieu d'aller boire toute la journée, tu travailles toute la journée, puis tu penses beaucoup à « Hey, aujourd'hui, j'ai pas bu. » Tu sais, j'ai travaillé là-dessus. C'est vraiment bon pour la santé mentale. C'est quelque chose. Notre degré de confiance qu'on avait, il a été comme anéanti. Tu vas pas l'arrivée de l'homme blanc ou par les missionnaires ou tout ça. En étant anéanti, c'est difficile de pouvoir se remettre debout et de pouvoir faire confiance. On part de très, très loin. Là, puis c'est encore présent là, dans les familles, dans les individus, tout ça. Mais de plus en plus, le personnel de la santé commence à comprendre de où on part.
Je crois que par rapport à la sécurisation culturelle, la première étape, c'est justement de donner la parole aux gens. Et puis les gens commencent de plus en plus à parler de leur expérience, à verbaliser qu'est-ce qu'ils ont vécu par rapport aux soins. Moi, je pense que la première étape, c'est éduquer les gens. La formation que nous, le CIUS, nous obligés de suivre, chacun, cette information obligatoire, c'était une belle façon de sensibiliser des gens sur qu'est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce que les Autochtones auraient vécu il y a des années, pour comprendre la souffrance, comprendre l'insécurité qu'ils ont envers, justement, le système de santé. Le système de santé, ils mettent en place beaucoup de programmes. Je vois des améliorations, je vois même peut-être une petite lumière au bout du tunnel. Il y a le Bureau Collaboration Autochtone qui, je pense, ça fait 2-3 ans que c'est en place ici. J'ai parlé avec la famille dans 485 pour savoir s'il y avait besoin de vos services, puis il m'avait dit oui. C'est un monsieur qui vient de se faire opérer. Tout semble être bien, mais je me disais que ça aurait été bon peut-être qu'il soit supporté par vous autres aux besoins. Le programme aide les Autochtones à être accompagnés dans leurs soins et leurs services. Mettons qu'il y a quelqu'un ici aux soins intensifs qui ne parle pas français ni anglais, mais il y a des gens dans le bureau collaboration autochtone qui pourraient venir faire la traduction. On a des services de traduction pour tout le monde. Ou, mettons, il peut accompagner des gens s'il faudrait qu'il y ait un rendez-vous médical. Ils sont là, justement, pour donner un sentiment de sécurité pour les usagers. Les gens, quand on les approche à l'Atikamekw, ils sont contents, ils se sentent sécurisés. Ils sont contents qu'on soit ici là, pour les accompagner. On fait la traduction aussi des documents qu'ils ne comprennent pas. Avec les médecins aussi, on fait la traduction quand on des rencontres, de prévention. Moi, mettons, quand j'ai besoin, mettons, d'aller dans le système de santé traditionnel, c'est parce que j'ai comme pas été capable, comme je disais précédemment, de me garder en santé. Tu sais, comme par exemple, chez nous, on a comme la même habitude depuis des années. Aussitôt qu'il y a comme quelqu'un qui commence à avoir un peu des symptômes de grippe, là, moi, je te bourre tout le monde de tisane de cidre. Tu sais, je vais dehors chez nous, je coupe des branches dans ma headset, je fais comme tu sais, je fais des tisanes à mes filles, à ma blonde, puis honnêtement, là, c'est comme super efficace. Je pense que le savoir traditionnel peut avoir certaines limites. Là. C'est sûr que j'ai une de mes filles qui se fait une foulure, qui se casse un bras, qui a besoin d'un plâtre, ça, je peux clairement pas répondre à ces besoins-là, mais tu sais, chez nous, j'ai un livre sur les plantes médicinales, puis quand je vois des choses, j'essaie de trouver cet aspect-là de ce côté. Parce que moi, je pars par le principe de base que la mère Terre ou la Terre nous a un petit peu tout fourni ce qu'on a de besoin pour savoir, pour guérir nos maux. Il faut juste les chercher, puis ça, c'est effectivement un savoir traditionnel que j'essaie de me réapproprier graduellement. C'est pour ça, avec la vie de famille, quand on a des enfants, on n'a pas beaucoup de temps mort dans la vie pour se consacrer à des choses. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus, puis que j'essaie de consacrer du temps. Je me souviens plus du nom en français, là, mais c'est une plante quand même assez forte, vu qu'elle va s'attaquer à l'eczéma. Elle, faut faire attention, il faut que ça soit bien utilisé, bien dosé. C'est quand même une plante assez toxique. Là. Le cormier, je pense que c'est notre plante miracle à nous autres. Moi-même, quand je marche en forêt, là, quand je vais sentir la fatigue, mais je vais mâcher l'écorce de ça. J'envale ma salive, là, puis ça donne un regain d'énergie. La guérison, c'est pas juste du traitement, puis la médecine traditionnelle, c'est pas juste des remèdes ou des plantes, c'est aussi prendre soin de son environnement, parce que on vit dans cet environnement-là. Fait que si on le pollue, si on respecte pas la nature, c'est aussi
se rendre malade. Fait qu'il faut tout le voir comme un tout, là. Nos savoirs sont collectifs. Ça fait des milliers d'années qu'on se traite de ces façons-là. Puis ça appartient à nos nations, à nos collectivités et pas à des individus. Je pense que si on est capable, justement, de rééquilibrer puis de mettre ça sur un pied d'égalité, ces connaissances-là, ces savoirs-là puis ces types de traitements-là, ça va être un petit pas dans la bonne direction. Un jour, tu sais, je voudrais que les gens rentrent dans leur centre de santé, dans les communautés, puis qu'ils n'aient pas à choisir entre un et l'autre. Que l'autre, les deux soient imbriqués un dans l'autre. Que le guérisseur autochtone parle aux praticiens allochtones, mais qu'ils se parlent en reconnaissant leurs compétences et connaissances mutuelles, puis qu'ils marchent main dans l'accompagnement de la personne sur son chemin de guérison. Mon rôle comme enseignante, c'est de sensibiliser parce que j'ai un cours spécifique aux aspects socioculturels. Donc, je les sensibilise, je les conscientise, j'essaie de les mettre en action aussi, que ça reste pas juste au niveau théorique, mais j'essaye aussi d'avoir des personnes autochtones qui puissent venir témoigner dans mon cours puis qui puissent vraiment être porteurs d'un message que moi, comme allochtone, j'ai qui passe, mais qui est différent parce que souvent, pour certaines personnes étudiantes, bien, c'est la première fois qu'ils rencontrent une personne autochtone aussi. Donc, ce contact-là les prépare à être prêts ensuite quand ils vont travailler en centre hospitalier ou autre, finalement. Ça nous prend des initiatives où on prend les Québécois, Québécoises, puis on les met en contact avec la culture autochtone. Ça peut être par des powwows, ça peut être par des visites dans des communautés. Parce que là, ils se retrouvent dans une position minoritaire culturellement. Puis là, ils se posent la question, est-ce que je peux faire ça ici? Est-ce que ça peut être comme ça? On n'est pas rendu là. Mais c'est ça la voie de la réussite, tu sais. C'est d'aller sur place, d'aller dans ces communautés-là. Notre CIUS vient de faire un espace autochtone à l'extérieur de l'hôpital. Puis le but de ça, c'était pour sentir bien dans leur peau, un moment de réflexion, un moment de détente, peu importe. C'est un espace autochtone, mais qui est partagé avec tout le monde. Donc, moi, j'ai expliqué à mes équipes, pendant vos pauses, on a besoin de chercher de l'air, vas-y dans cet espace-là. Puis tout le monde disait, est-ce qu'on a le droit d'aller? Parce que c'est un espace autochtone. Oui, vous avez le droit. On se partage les terres avec tout le monde. Quand on parle de résilience, on parle de la capacité à bien vivre et à bien développer malgré les adversités, malgré les défis de la vie. Les Autochtones sont confrontés actuellement et depuis des siècles, en fait, à de très nombreux défis, que ce soit les tentatives d'assimilation, tentatives d'extermination, génocide culturel. Mais les Autochtones sont encore là. Les communautés sont encore vibrantes. Les cultures sont encore vivantes et continuent à se déployer jour après jour. Je pense que de manière générale, en fait, ça, c'est un merveilleux exemple de résilience. On le voit sur le terrain aussi, que de manière individuelle et familiale et communautaire, les communautés autochtones sont confrontées à des difficultés, mais ça donne l'opportunité d'apprendre très tôt une débrouillardise, une certaine capacité d'adaptation à tous les défis de la vie. Et ça donne des familles, des communautés qui sont justement résilientes. Moi, je vois de plus en plus de jeunes aussi qui commencent à faire plus d'activités physiques. Ce que j'appelle des activités physiques, c'est la pratique des activités traditionnelles. Beaucoup de ce monde-là, quand ils parlent des activités ou les activités qu'ils ont faites sur le territoire, on peut dire qu'ils sont heureux, ils se sentent bien quand ils parlent de notre SMIC. Puis c'est toujours basé sur des activités, différentes activités, comme là, on vient de passer ce qu'on pourrait dire la période de chasse. Il y a eu la période de bleuet aussi, la période de pêche au doré, à truite. Il y a toujours des activités de même. En lien avec l'activité physique, bien, en fait, les études nous démontraient qu'il n'y avait pas nécessairement de différence entre la pratique en termes de quantité,
de la pratique d'activité physique chez les Allochtones versus chez les Autochtones. Puis, ce qui est ressorti aussi, bien, la manière d'évaluer l'activité physique avec les Premières Nations, on utilisait les mêmes outils que chez les Allochtones. Tu sais, par exemple, la chasse. Quand on pose nos questions, on ne l'inclut pas comme exemple. Fait que, tu sais, si une personne autochtone essaie de quantifier est-ce que je fais une activité physique modérée, élevée, bien, si les exemples ne sont pas pertinents, bien, ils ne penseront pas d'indiquer, bien oui, j'étais allée chasser en fin de semaine passée, j'ai marché pendant 2 jours dans le bois. Bien, tu sais, ça compte. Fait que c'est pour ça que en recherche, c'est important de s'assurer que nos exemples font du sens, que les outils sont bien compris aussi, parce que sinon, on passe à côté complètement de résultats qui sont culturellement pertinents, finalement. Les jeunes, ils connaissent pas l'histoire non plus là, des activités qu'on faisait anciennement, que nos aînés faisaient anciennement. Là. Au moins, ça les amène à utiliser la forêt, à réapprendre à utiliser la forêt. Là. Oui, je suis optimiste. Toujours, oui. On voit la différence. Tu sais, là, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, ou même quand moi, j'étais utilisatrice de services, quand j'étais jeune, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une évolution qui s'est faite. Donc, puis c'est vers le positif. J'essaie d'être positive quand on parle de perte de tradition ou, tu sais, de l'urbanité, la perte de l'accès au territoire. On l'a vu depuis des millénaires se transformer, ce territoire-là, puis on a toujours été à l'avant-scène pour l'observer, pour le regarder, puis le comprendre. Il faut juste pas oublier qu'on est encore capable de le faire dans le contexte de maintenant. Puis c'est Mélissa Molène-Dupuis qui dit que même si on est à Montréal, les outardes, ils passent au-dessus de la ville. Malheureusement, le colonialisme, il est partout. Fait que des fois, on nous a enlevé ce pouvoir-là de dire, bien, vous êtes capable de comprendre le territoire dans lequel vous vous inscrivez. J'ai pas besoin d'être sur le territoire de ma communauté Mashtouyats pour comprendre qu'ici, à Trois-Rivières, les feuilles, ils tombent, puis ils tombent peut-être plus tôt que d'habitude, où il n'y a pas encore de neige à cette période-ci de l'année. Posons-nous des questions, puis on a cette capacité-là de l'observer, le territoire, qu'il soit urbanisé, qu'il soit en forêt. Il faut juste se réapproprier puis se donner confiance qu'on est encore capable de le faire. Mais colonialiste, c'est sournois. Il y a plein de choses qui nous ont appris à pu faire, à ne pas se donner confiance. Mais je pense que moi, je suis plus positive dans ce sens-là, puis je pense qu'on a les capacités. Personnellement, je crois que l'avenir est quand même assez radieux pour notre communauté. Il y a énormément de projets sur la communauté qui sont très extrêmement porteurs. Avec le nouveau développement résidentiel, on va quand même pouvoir quasiment doubler la superficie puis le nombre de personnes de la communauté qui vont pouvoir venir demeurer ici. Le volet économique aussi est quand même très, très important. Les Wendat, on a toujours été un peu des commerçants dans la Confédération iroquoienne. On avait beaucoup un rôle central au niveau des échanges commerciaux. Fait que ça a comme toujours été un peu dans notre nature de faire du commerce. On voit de plus en plus la nation présente dans différents événements, mettons, qui sont en lien avec la Ville de Québec. On sent cette ouverture-là aussi de la part des non-autochtones. Nous, à l'école, on croule sous les demandes de différents, que ce soit des cas, que ce soit l'Université Laval. On est obligé de refuser des coopérations parce qu'on n'a juste comme pas le temps de fournir à la demande qui nous est demandée de la part de tout le monde. Fait que, cette ouverture-là, je la trouve merveilleuse. On a une plus grande ouverture, comme je dis, par rapport à notre culture, mais on sent le respect dans cette demande-là. Puis, comme disons, je crois qu'ils ne le font pas parce qu'ils savent que c'est comme politiquement correct de le faire, mais parce que l'intérêt est là aussi. Je trouve ça merveilleux de voir que les enfants qu'on a présentement, que mes filles, vont comme être capables de grandir sans avoir le complexe d'être un membre des Premières Nations puis d'être pointé du doigt en disant que t'es un Indien. Ne serait-ce qu'au niveau de l'appellation, on n'entend plus parler Indien, même Amérindien. On parle de Premières Nations. On est nommé des fois aussi chacun en fonction de nos communautés. Puis ça aussi, je trouve que c'est une belle reconnaissance parce que je crois que par le passé, on avait tendance à un peu englober toutes les communautés autochtones dans le même pot, en disant comme le cas, là, vous êtes tous des Indiens ou même vous êtes tous des sauvages à certains égards. Mais là, présentement, on se fait nommer par nos appartenances à nos communautés. Puis ça, je pense que c'est un beau signe aussi. Fait que, de mon côté,
je vois l'avenir de manière très, très, très positive pour la communauté et pour les membres de la communauté.